Bonjour. Pendant cette courte présentation, j'aurai le plaisir de vous parler des comités parlementaires de la Chambre des communes du Canada, des entités auxquelles on réfère dans les autres assemblées législatives francophones sous le nom de commissions parlementaires. En vous exposant leurs principales particularités, je ferai surtout référence au type de comité le plus actif, soit les comités permanents. Je vous parlerai de leur composition, de leur mandat, de leur pouvoir, comment ils se réunissent, quel type de travaux ils entreprennent et des principaux acteurs qui les composent. Il existe plusieurs types de comités. Les comités permanents, spéciaux, législatifs, des comités mixtes, pléniers, des sous-comités. À l'exception des comités pléniers, tous sont des comités restreints, c'est-à-dire que la Chambre choisit parmi tous les députés un petit nombre de membres pour chaque comité. On compte 24 comités permanents qui sont prévus au règlement. Nous y reviendrons en détail pendant cette présentation. Il existe aussi un autre comité aux caractéristiques bien particulières, le comité de liaison. Il est composé des présidents de tous les comités permanents et des coprésidents des comités mixtes permanents qui représentent la Chambre des communes. Le comité de liaison a le pouvoir de répartir entre les comités permanents les fonds prévus à cette fin par le Bureau de régie interne. Les comités législatifs et spéciaux sont créés par motion et ils sont chargés de remplir des tâches bien précises. Ils cessent d'exister au moment où ils déposent leur rapport final à la Chambre. Les comités mixtes permanents, au nombre de 2, sont composés de membres de la Chambre des communes et du Sénat. Les sous-comités, quant à eux, sont créés par les comités permanents pour de nombreuses raisons et ils peuvent exister pour la durée d'une législature ou encore cesser lorsque leur tâche est achevée. Dotés d'un nombre plus restreint de membres que les comités permanents, ils peuvent servir notamment à planifier les travaux du comité qui les ont créés. Finalement, les comités pléniers, à l'inverse des autres types de comités, sont composés de tous les députés de la Chambre et ils se réunissent en son enceinte. Ils sont chargés de discuter de questions intéressant un très grand nombre de députés, notamment dans le cadre de débats d'urgence ou afin d'accélérer l'étude de certains projets de loi, par exemple les projets de loi des crédits. Ils fonctionnent de façon quelque peu différente des autres types de comités. Le règlement prévoit que les comités permanents, à l'exception du comité de liaison, soient composés de 10 membres chacun. La liste des membres des comités permanents est établie par le comité de la procédure et des affaires de la Chambre dans les 10 jours de séance suivant sa composition au début d'une législature. Cette liste doit être révisée dans les 10 jours de séance suivant le début de chaque nouvelle session. Lorsque les membres d'un comité permanent ou d'un comité mixte permanent sont incapables d'assister aux réunions de leur comité, le règlement prévoit leur remplacement par des députés désignés substituts. Les substituts jouissent des mêmes droits et privilèges que les membres qui les remplacent. Ils sont comptés dans le calcul du quorum, ils peuvent participer au débat, proposer des motions et voter. Nonobstant la liste des membres établie, tout député, y compris les députés indépendants, peuvent prendre part aux délibérations publiques des comités. Les comités existent pour différentes raisons, en particulier pour effectuer un travail minutieux en plus petits groupes, entendre des témoins, faire des études plus approfondies sur différents sujets reliés à leur mandat. Les comités sont des créatures de la Chambre des communes. Ils ont donc seulement les pouvoirs, la structure et les mandats qui leur ont été délégués par la Chambre et qui figurent à son règlement. Il existe certaines exceptions, mais les comités sont tenus de se conformer à la procédure prévue par le règlement ainsi que tout ordre sessionnel ou spécial que la Chambre leur a donné. Sinon, ils ont toute liberté pour organiser leurs travaux. En ce sens, on dit qu'ils sont maîtres de leur délibération. Il est à noter que les comités de la Chambre sont indépendants face au pouvoir exécutif. À quelques exceptions près, le règlement de la Chambre des communes prévoit un mandat général pour l'ensemble des comités permanents, un mandat qui correspond généralement à ceux des différents ministères fédéraux. Ceux-ci sont autorisés à mener des études, à présenter des rapports à la Chambre sur toute question reliée au mandat, à l'organisation, à l'administration, au fonctionnement des ministères dont ils surveillent les activités. Plus spécifiquement, ils peuvent étudier les textes législatifs, les objectifs des programmes et politiques des 10 ministères et l'efficacité de leur mise en œuvre, les plans de dépenses des ministères, l'analyse de la réussite des ministères en fonction de leurs objectifs. En plus de ce mandat général, d'autres questions sont régulièrement renvoyées pour examen par la Chambre à ses comités permanents. Pour chacune de ces questions, la Chambre sélectionne le comité le plus approprié en fonction de leurs autres mandats, notamment les nominations par décret, les documents déposés à la Chambre en vertu d'une loi, les questions particulières que la Chambre souhaite lui faire étudier. Les comités permanents ont aussi des pouvoirs suivants: faire rapport à l'occasion, annexer au rapport des opinions complémentaires ou dissidentes, convoquer des personnes ou exiger la production de documents, siéger lorsque la Chambre siège ou lorsqu'elle est ajournée,
siéger conjointement avec d'autres comités de la Chambre, faire imprimer, au jour le jour, les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l'impression, déléguer des pouvoirs à des sous-comités, sauf le pouvoir de faire rapport directement à la Chambre. Si un comité permanent a besoin de pouvoirs supplémentaires pour remplir sa tâche, la Chambre peut les lui conférer. Les membres des comités sont convoqués en séance par leur président. Le règlement exige qu'un comité ait le quorum lors de ces séances pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Chambre. Ils sont aussi autorisés à se réunir sans quorum pour entendre des témoins et publier des témoignages. Dans ces cas-là, il n'est cependant pas permis de voter, d'adopter des résolutions ou de prendre des décisions au cours de ces réunions. Pour les comités permanents, les comités législatifs et les comités spéciaux, le quorum est la majorité des membres. Un procès-verbal de toutes les réunions est dressé par le greffier assigné à chaque comité. Ces procès-verbaux rendent compte des délibérations et des décisions des membres et peut également contenir le texte des décisions rendues par le président concernant la recevabilité, sur le plan de la procédure, des motions proposées au cours de la réunion. On publie aussi un compte-rendu de ce qui a été dit au cours des réunions de comité dans un document intitulé « Témoignages ». On y consigne non seulement les remarques formulées par les membres du comité, mais aussi ce que les témoins ont dit. Les réunions des comités sont ouvertes au public, à moins que le comité ne décide de se réunir à huis clos, c'est-à-dire que seuls les membres et le personnel nécessaires peuvent être présents. Par ailleurs, l'enregistrement sonore des réunions publiques est diffusé sur le site Web du Parlement du Canada. Finalement, certaines réunions peuvent aussi être télédiffusées. Dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs travaux, les comités permanents sont chargés d'examiner certaines questions de façon plus approfondie que ne peut le faire la Chambre, puis de faire rapport à celles-ci de leurs conclusions et recommandations. Les comités spéciaux sont habituellement chargés d'enquêter sur des questions précises, tandis que les comités législatifs, quant à eux, s'occupent exclusivement de l'examen des lois. La plupart des comités permanents sont autorisés à étudier, de leur propre initiative, toute question relative à leur mandat, aux activités et politiques des ministères et à en faire rapport. Dans certains cas, la Chambre peut créer un comité spécial ou, de concert avec le Sénat, un comité mixte spécial qui sera chargé d'étudier une question particulière. Dans ce cas, le mandat du comité est généralement inclus dans la motion qui l'établit, quoique la Chambre puisse lui renvoyer des questions supplémentaires ultérieurement. La façon dont les études de questions précises se déroulent varie considérablement d'un comité à un autre, selon le sujet et la méthode choisie par les comités. Ils invitent habituellement les parties intéressées à témoigner devant lui, y compris les fonctionnaires du ou des ministères concernés, et à lui communiquer des mémoires. Pendant l'audition des témoignages, il peut se déplacer afin d'entendre un plus grand nombre de témoins et visiter des lieux et installations ayant un rapport avec son étude. Après avoir recueilli des renseignements, le comité donne les instructions nécessaires au personnel chargé de rédiger son rapport. L'ébauche confidentielle du rapport est ensuite distribuée à ses membres, après quoi celui-ci se réunit afin de l'étudier et de proposer toutes les révisions nécessaires pour refléter exactement ses opinions. Les comités étudient souvent les ébauches de rapports à huis clos, mais ils peuvent également le faire en public. Une fois qu'un comité a approuvé la version définitive de son rapport, celui-ci est présenté à la Chambre et peut ensuite être distribué aux médias et à la population. Lorsqu'un comité permanent ou un comité spécial présente un rapport à la Chambre, il peut demander que le gouvernement dépose, dans un délai de 120 jours, une réponse à ce même rapport. Finalement, tout député peut proposer en Chambre une motion portant adoption de ce rapport. Les recommandations contenues dans les rapports de comité sont rédigées sous la forme de motions, de telle sorte que, une fois ces rapports adoptés, elles deviennent ou bien des ordres clairs ou des résolutions de la Chambre. Lorsqu'un comité reçoit un ordre de renvoi ou décide d'entreprendre une étude particulière, un sous-comité directeur est généralement chargé de dresser un plan de travail et de coordonner les activités du comité. Certains sujets d'étude, comme le budget principal des dépenses et les rapports annuels des ministères, doivent être déposés à la Chambre chaque année à un moment déterminé et renvoyés au comité. D'autres questions, comme le budget supplémentaire des dépenses, les nominations par décret, les mesures législatives, sont renvoyées au comité seulement lorsqu'elles sont déposées à la Chambre ou lorsque celle-ci l'ordonne. Regardons maintenant quelques-uns des mandats plus précis des comités, en commençant par l'étude du budget principal des dépenses. Le budget principal des dépenses représente les prévisions de dépenses du gouvernement pour l'année financière à venir, ventilées par ministères et organismes. Le budget principal des dépenses se présente sous la forme d'une série de postes budgétaires, communément appelés crédits, qui indiquent le montant d'argent dont le gouvernement a besoin pour un programme ou une activité.
S'il s'avère nécessaire en cours d'exercice d'attribuer des fonds supplémentaires ou de réaffecter des fonds, le gouvernement peut déposer aussi un budget supplémentaire des dépenses. À chaque comité est confiée l'étude des crédits des ministères et organismes associés à son mandat. Les programmes dont le financement sont déjà prescrits par une loi n'est toutefois pas confié à un comité, mais ils sont signalés à titre d'information. Le budget principal des dépenses de chaque année financière à venir doit être déposé à la Chambre et confié au comité permanent au plus tard le 1er mars de chaque année. Chaque comité doit alors en faire rapport au plus tard le 31 mai de la même année. Si le comité n'en a pas fait rapport à cette date, il est réputé l'avoir fait, que le budget ait été examiné ou non. Lorsqu'ils examinent les budgets des dépenses, les comités ont également le pouvoir d'examiner les plans et priorités des ministères et organismes liés à leur mandat pour les années à venir. Un processus similaire s'applique au budget supplémentaire des dépenses qui peuvent être renvoyés au comité permanent compétent. Habituellement, que ce soit lors de l'examen du budget principal ou du budget supplémentaire des dépenses, les comités permanents entendent d'abord le ministre ou le secrétaire parlementaire compétent, qui est accompagné de hauts fonctionnaires du ministère concerné. Lorsque le comité a terminé l'examen du budget, chaque poste de crédit est mis aux voix séparément, en commençant par le crédit 1, qui couvre les frais généraux d'administration ou de gestion du ministère. Un crédit peut être adopté, c'est-à-dire que le poste est alors approuvé, réduit par un montant particulier, ou tout simplement rejeté, c'est-à-dire que le poste n'est alors pas approuvé. Toutefois, il existe certaines restrictions au pouvoir d'amendement des comités à l'égard des budgets. Lorsqu'un comité décide de faire rapport d'un budget des dépenses, le rapport doit correspondre, tant sur la forme que sur le fond, au budget des dépenses qui a été renvoyé au comité. Le rapport doit indiquer si les crédits ont été adoptés, réduits ou rejetés. Les comités se réunissent aussi pour étudier les projets de loi. L'étude des projets de loi en comité consiste en leur examen, ligne par ligne et mot par mot. C'est à cette étape que les députés ont l'occasion pour la première fois de modifier ces dispositions. Un projet de loi peut être renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, c'est-à-dire que le principe et la portée du projet de loi ne sont pas encore établis par la Chambre, ce qui donne une plus grande latitude lors du processus d'amendement. Si le projet de loi a déjà fait l'objet d'une deuxième lecture en Chambre, le comité est lié par la décision de la Chambre d'en approuver le principe, ce qui limite grandement la portée des amendements qu'il peut suggérer. Un comité peut décider aussi de limiter la durée de l'examen d'un projet de loi en adoptant une motion en ce sens. Ce genre de motion peut être débattu et amendé. La Chambre peut en faire tout autant. Un comité auquel un projet de loi est renvoyé organise généralement des audiences publiques. Dans la pratique, le premier témoin est le député ou le ministre responsable du projet de loi. D'autres témoins peuvent ensuite être invités à exprimer leur point de vue sur le projet de loi. À ce stade, la discussion est ouverte et porte à la fois sur le principe général et sur le contenu du projet de loi. Lorsque les témoins ont été entendus, le comité passe à l'étude article par article du projet de loi et c'est à ce stade que ses membres peuvent proposer des amendements. Lorsqu'un comité étudie un projet de loi article par article, le président met chacun des articles en délibération, un à la fois et dans l'ordre. Les membres du comité peuvent poser des questions sur les dispositions d'un article ou débattre de l'une de ses parties, même s'ils ne proposent pas d'amendement. Quand toutes les parties d'un projet de loi ont fait l'objet d'un vote, le projet de loi est alors soumis dans son intégralité à l'approbation du comité. Une fois le projet de loi adopté ou adopté dans sa forme modifiée, le président demande au comité la permission d'en faire rapport à la Chambre. Les comités sont aussi habilités à étudier les nominations faites par le gouverneur en conseil. Le règlement stipule que le gouvernement est tenu de déposer à la Chambre des copies de tous les décrets relatifs à des nominations à des postes non judiciaires ou des certificats de nomination. Il prévoit aussi que ces copies doivent être automatiquement renvoyées au comité permanent, dont le nom a été indiqué au moment de leur dépôt à la Chambre. Les comités ont alors 30 jours de séance après la date de leur dépôt à la Chambre pour examiner les nominations ou propositions de nomination. Un comité n'a pas le pouvoir d'annuler une nomination ou une proposition de nomination, mais il peut donner son avis sur la question de savoir si l'individu en question, celui qu'on propose de nommer, possède les qualités et les compétences voulues pour remplir les fonctions de ce poste. Examinons maintenant le rôle de certains acteurs clés des comités. Avant d'entamer tous ces travaux, un comité doit être dûment constitué, c'est-à-dire que ses membres doivent être nommés et son président élu. L'élection du président d'un comité permanent a lieu au cours de sa première réunion, que l'on appelle la réunion d'organisation, à moins que le président n'ait déjà été nommé par la Chambre ou par le président de la Chambre, par exemple pour un comité spécial ou un comité législatif. En cas de vacances en cours de session, on peut procéder aussi à l'élection d'un nouveau président.
Des vice-présidents sont aussi élus par le comité afin de remplacer le président en cas d'absence. Seuls les membres en titre du comité peuvent être candidats au poste de président. Les présidents de comités permanents et de comités spéciaux assument souvent un rôle de leadership dans la planification et la coordination des travaux de leur comité et dans le déroulement de ses études. Les rapports de comité sont signés et généralement présentés à la Chambre par le président du comité qui doit veiller à ce que le texte présenté soit bien celui ayant été approuvé par le comité. Au cours d'une réunion, le président d'un comité est chargé d'accorder la parole aux membres du comité et aux témoins qui la demandent et de veiller au respect des règles établies par le comité permanent, notamment en ce qui concerne la répartition des temps de parole. En cas de besoin, il tranche aussi des questions de procédure soumises à son attention. Le président d'un comité ne propose pas de motion. Il ne vote pas non plus, sauf dans 2 situations. Lorsqu'il y a égalité des voix, auquel cas sa voix est prépondérante, ou lorsque le comité examine un projet de loi d'intérêt privé, ce qui arrive rarement. Pour l'exécution de ces fonctions, chaque comité dispose d'un greffier de comité et d'analyse de la bibliothèque du Parlement et au besoin d'experts conseils de l'extérieur. Les services de soutien de la direction des comités aident aussi le greffier de comité dans l'exécution de ses responsabilités. Voilà qui présente le travail des différents comités parlementaires de la Chambre des communes du Canada. Je souhaite que cette présentation vous ait plu et je vous remercie de votre intérêt pour cette question. Pour une description plus détaillée des activités de nos comités parlementaires, je vous invite à visiter le site Web Parlement du Canada, en particulier les pages Web dédiées aux différents comités de la Chambre des communes.